Bonjour. Le 31 juillet dernier, nous avons conclu notre troisième vidéo consacrée au programme Rendre la France à la France en exprimant notre espoir de voir les représentants d'une droite novatrice, courageuse, patriote, désigner ou adouber, quelle qu'en soit la méthode, un candidat à la future présidentielle dont la stature et le profil général lui permettraient d'affronter, avec succès, n'importe quel concurrent du second tour et, en particulier, le président sortant. Nous indiquions alors nous en tenir à un silence vigilant si l'évolution des événements était globalement en ligne avec l'action que nous prônons. À défaut, précisions-nous, nous nous réservions de reprendre la parole. C'est dès aujourd'hui ce qu'il nous faut faire, pour deux raisons dont chacune pourrait être suffisante, mais dont la conjonction ajoute à l'urgence d'agir. En premier lieu, l'humiliante débandade des Occidentaux, pas simplement des Américains, mais aussi des Européens en Afghanistan, pose à nouveau la lancinante et récurrente question des flux migratoires extra-européens, confrontés à nos volontés et capacités d'accueil, comme si cette capacité n'était pas depuis bien longtemps totalement saturée, d'où l'absolue nécessité du moratoire sur l'immigration qu'inlassablement nous préconisons. Soyons particulièrement clairs et graves, car d'aucuns, issus de tous bords, diront à minima que nous manquons d'empathie, au pire, que nous piétinons la tradition d'accueil de la France. Nous n'avons pas, par rapport à ce nouveau flux migratoire prévisible en provenance d'Afghanistan, aucun devoir d'accueil, d'aucune sorte. Il faudrait, paraît-il, accueillir à tout le moins les Afghans qui ont travaillé pour la France. Mais, que l'on sache, ces personnes ont simplement passé un contrat de travail, réel ou moral, avec l'employeur France, dont ils ont tiré certains avantages. C'est la France qui s'est battue pour l'Afghanistan et a donné des vies françaises pour une cause qui n'était pas directement la sienne, pas le contraire. Si gratitude et dette d'honneur il doit y avoir, il convient de les considérer dans le juste sens. Peut-être quelques dizaines, quelques centaines de citoyens afghans sont-ils allés plus avant en prenant davantage de risques personnels dans leur engagement pour leur pays avec le soutien de la France. Cela vaut en effet d'être regardé, mais ceux-là, et ceux-là seuls, peuvent prétendre au droit d'asile au sens strict où l'entend le Code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Afghanistan est un pays qui compte 37 millions de citoyens, disposant d'une armée nationale de quelques 100 000 hommes, exceptionnellement bien armés et équipés par les États-Unis d'ailleurs, mais, il est vrai, mal organisés et surtout idéologiquement très proches des 60 000 talibans, pratiquants ultra-rigoristes des préceptes coraniques, qui les ont envahis et conquis sans coup férir. Sans coup férir. Beau sujet de réflexion. Dans cet étrange et ambigu contexte, n'allons pas une nouvelle fois, fidèles à nos incohérences et errements habituels, nous inventer au nom de l'humanisme ou d'une générosité mal compris des obligations morales que nous n'avons pas. En second lieu, le candidat issu d'une droite moderne, sainement autoritaire, réformiste et patriote que nous appelons de nos voeux, non seulement tarde à se révéler, mais c'est bien plutôt, semble-t-il, à un inquiétant début d'enlisement que nous assistons. Regardons de plus près la situation. Irréductible gaulois, le président des Hauts-de-France campe compulsivement sur sa position solitaire et déconnectée. Il sera candidat dans tous les cas de figure. Les conséquences dévastatrices de son obstination, il n'en a cure. Victime d'un accès de lucidité tardive, le sénateur de Vendée renonce précipitamment à l'arène de la primaire sans avoir combattu. Son côté afghan, peut-être. Était-il alors besoin de se déclarer candidat? Mu par une très inattendue pulsion sacrificielle, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite ne pas ajouter, nous citons, de la division à la division, oubliant que l'instant d'avant, il vantait, à l'instar des autres candidats potentiels, l'exemplaire compacité du bloc collectif de la superbe équipe de France en voie de formation.
En se retirant assez piteusement, sans explication recevable, il ajoutera de la confusion à la confusion et montrera surtout à quel point le souci de sa trajectoire personnelle l'emporte encore et toujours sur l'abnégation patriotique. Il aura juste perdu de vue qu'en 2027, ce sera, y compris pour lui-même, irrémédiablement trop tard. Les stratèges, les républicains, théoriquement en charge de l'émergence du candidat unique de la droite, c'est-à-dire le président du Sénat et le président des Républicains, peinent à peser efficacement sur le cours des événements. Comment s'entendre en effet pour désigner un candidat alors qu'on n'est pas même capable de s'entendre sur les modalités de désignation d'un candidat? Puisque ces deux présidents incarnent en tant qu'élus et leaders de leur parti l'autorité démocratique, il serait décent que cela finisse par se voir un peu. En d'autres termes, arrêtons les niaiseries. Par ailleurs, on n'attend pas grande révélation à ce stade des enquêtes d'opinion et autres procédures de départage confiées à un honorable spécialiste en sociologie politique, dont le mandatement et la mission révèlent plus un aveu d'impuissance qu'elle n'indique le libre choix d'une méthodologie. Le nom qui émergera de ce lourd et contesté mode procédural. Deux noms sont possibles à cet instant, mais on en espère d'autres, plus attractifs et plus enthousiasmants. Ne s'imposera de toute façon pas, puisque restera en lice le président des Hauts-de-France, enfermé dans son carcan jusqu'au boutiste, dont les responsables LR doivent absolument l'aider à sortir de façon honorable, s'offrant d'ailleurs à eux-mêmes une clé d'évasion, car ils sont finalement bloqués dans une même nasse, à défaut d'occuper le même casier. Comment ? La solution acceptable, pensons-nous, par toutes les parties, peut s'exprimer en deux temps. Premier temps, reconnaître au président des Hauts-de-France une triple singularité positive, lui permettant de s'affranchir de la phase éliminatoire, c'est-à-dire de la primaire, à laquelle auront participé tous les autres candidats. Cette triple reconnaissance, c'est d'abord l'antériorité. Il s'est déclaré candidat bien avant tous autres et hors un parti auquel il n'appartient plus. C'est ensuite une certaine légitimité. Dans toutes les études sondagières, depuis presque un an, il occupe nettement le premier rang des candidats de la droite. Et c'est enfin une incontestable reconnaissance de ses électeurs, comme en témoignent son très bon résultat aux élections régionales, satisfait qu'il partage désormais avec la seule présidente de l'Île-de-France. C'était le premier temps. Second temps, organiser une vraie finale, proposer au vote le plus large possible des électeurs de la droite et du centre, mettant en présence le président des Hauts-de-France qualifié d'office pour les raisons qu'on vient d'exposer, et le candidat unique LR issu, on l'espère brillamment, du processus éliminatoire. En novembre, la France électorale tout entière doit connaître et prononcer à l'envi le nom du vainqueur, dont l'absolue légitimité ne souffrira pas la moindre micro-restriction. Pourra alors commencer une campagne aussi énergique que pédagogique, incluant notamment nos préconisations sur le thème plus que jamais central de l'immigration extra-européenne, ce qui nous renvoie au début de notre propos du jour. Une campagne décisive et passionnante sur laquelle nous aurons bien sûr l'occasion de beaucoup revenir. Nous restons en état de vigilance maximale. Merci encore pour votre écoute. Prenez bien soin de la France et, à coup sûr, à très bientôt.